2.0 CRDI D4E à 113 chevaux. Parlons des moteurs Hyundai Santa Fe de première génération. Commençons par une modification diesel rare. Le moteur diesel de 2 litres sous le capot de ce crossover est un développement de la société italienne VW Motori. Il s'agit d'un moteur à injection à rampe commune absolument adéquat et compréhensible. À propos, il a été produit sous licence en Corée et installé sur une Chevrolet assemblée localement. Mécaniquement, ce moteur est totalement sans prétention et tout service diesel décent peut gérer l'injection de carburant sur la base de composants Bosch. Il n'y a pas de diagnostic ni de réparation des injecteurs et la pompe d'injection de carburant est très durable. 2.0 MPI G4JP, G4BP 135 chevaux. 2.4 MPI G4JS 145 chevaux. Les moteurs à essence de cette génération Santa Fe sont des copies sous licence des moteurs Mitsubishi. Les 4 en ligne de base d'un volume de 2 et 2,4 litres raviront les conservateurs dotés d'un bloc cylindre en fonte. Mais ne vous relâchez pas, mieux vaut changer la courroie de distribution tous les 60 000 km si vous en utilisez une qui n'est pas d'origine, et n'oubliez pas qu'il existe également une courroie d'entraînement des arbres d'équilibrage. Lorsqu'elle casse, elle est souvent tirée sous la courroie de distribution, ce qui finit mal. Et il ne faut pas lésiner sur le pétrole, car les équilibreurs peuvent se bloquer avec des conséquences désastreuses pour le moteur. De plus, en raison de l'huile contaminée, les compensateurs hydrauliques commencent à cliquer bruyamment. Certains propriétaires ont dû tous les remplacer. Traditionnellement, les joints en caoutchouc de ces moteurs ne supportent pas un kilométrage élevé. Par exemple, l'huile suinte vigoureusement sous le couvercle de soupape et remplit le bloc cylindre et les bougies d'allumage. Parfois, les capteurs d'arbre à cames et les capteurs de cognement réagissent sur ces moteurs. 2.7 V6 MPI G6B à 173 chevaux. Le V6 essence de 2,7 litres est un développement de Hyundai, bien qu'il s'inspire du V6 japonais de 2,5 litres. Ce moteur est doté d'un bloc cylindre revêtu d'alliage léger. Le moteur est fiable et simple, à l'exception des amortisseurs problématiques qui modifient la géométrie du collecteur d'admission. L'essentiel est que les amortisseurs sont vissés à l'axe avec des paires de vis. Ces vis peuvent se dévisser et voler dans les cylindres avec les vannes. La meilleure chose à faire est de les vérifier et de les visser en place avec une couche de frein filet. Si du jeu dans l'axe de l'amortisseur est détecté, vous devrez le retirer et installer un kit de réparation de bague neuve. Le V6 de 2,7 litres verse également volontiers de l'huile dans son bloc cylindre à travers les joints du couvercle de soupape. Au-delà de 300 000 km, il peut être nécessaire de remplacer les joints de tige de soupape qui permettent à l'huile de pénétrer dans les cylindres. 3.5 V6 MPI G6 CU 200 chevaux. Parfois, il existe un Santa Fe avec un moteur de 3,5 litres. Ces versions ont été importées principalement des États-Unis. Ce moteur a été produit sous licence et est une copie du moteur Mitsubishi. Il s'agit d'un moteur relativement sans problème, mais les raisons de la révision sont toujours les mêmes, une courroie de distribution cassée et une chute, dérouage des soupapes de changement de géométrie dans les cylindres. Tout le reste est pareil que les autres moteurs, des couvercles de soupape morveux, des capteurs d'arbre à cames de courte durée et des joints d'arbre pas les plus puissants. Ce moteur parcourt facilement plus de 500 000 km, mais les économies d'huile peuvent entraîner une usure des compensateurs hydrauliques, de la pompe à huile et même une rotation des chemises. Le Hyundai Santa Fe importé d'Europe est souvent équipé d'une transmission manuelle. La mécanique est généralement fiable et ne tombe pas en panne fatalement. Mais à kilométrage élevé, la transmission peut bourdonner, ce qui peut généralement être résolu. Il faudra changer les embrayages de synchronisation. D'ailleurs, depuis quelque temps, ces crossovers à transmission manuelle étaient équipés en usine de volants bimasse, y compris ceux associés aux moteurs à essence. Les Hyundai Santa Fe à 2 pédales sont équipés d'une direction à 4 vitesses. F4 à 4.2, automatique, sur les transmissions à traction intégrale, essentiellement la même boîte, mais avec la désignation W4 à 4.2. Ces unités sont basées sur des transmissions Mitsubishi et sont fiables et faciles à entretenir. Bien entendu, si le kilométrage réel du Santa Fe a déjà dépassé les 300 000 km, vous devez alors vous préparer financièrement à une refonte majeure. Pendant le fonctionnement, vous ne devez ménager aucune dépense pour mettre à jour l'ATF et écouter non seulement les coups de pied, mais aussi le bruit, surtout si vous conduisez la voiture de manière agressive, le train épicycloïdal peut ne pas y résister. À propos, sur notre chaîne, nous avons un démontage d'une telle 4 vitesses. Transmission automatique. Le rare Santa Fe avec un moteur 3,5 V6 a reçu une boîte à 5 vitesses. Automatique F5 à 5.1. C'est, pourrait-on dire, une transmission fragile.
Un gros moteur à essence peut littéralement l'enrouler et disperser tous les tripes. Lors de l'inspection du Hyundai Santa Fe sur un ascenseur, vous devez continuer à rechercher de la corrosion. Comme nous l'avons déjà noté, les barres de civière peuvent paraître laides. C'est pire si la corrosion pourrie a affecté ses points d'appui. Vous ne devez pas non plus ignorer la rouille sur les conduites de frein. Sur les Santa Fe à traction intégrale, une boîte de transfert est boulonnée à la transmission automatique. Souvent, la boîte de transfert fuit à travers le joint d'huile du côté de la transmission automatique. Habituellement, pour éliminer une fuite, il ne suffit pas de changer uniquement le joint d'huile gauche. Vous devez également retirer le couvercle sur le côté droit de la boîte de transfert et remplacer le joint d'huile interne, qui est adjacent au viscocoupleur. Ajoutons que si du jeu dans l'arbre de roue droit est détecté sur un Santa Fe à transmission intégrale, alors il ne serait pas superflu de déposer et démonter la boîte de transfert et d'évaluer l'état des cannelures de l'arbre creux, 47 344-39 000, qui est enfilé sur l'arbre intermédiaire et le relie au visco-accouplement. Le visco-accouplement, qui relie l'entraînement à l'essieu arrière via l'arbre à cardan, est intégré à la boîte de transfert. Il est relié par des dents sur son corps au pignon d'entraînement de la boîte de vitesse angulaire. Ce crossover n'a aucune connexion électronique avec l'essieu arrière. À kilométrage élevé, le visco-accouplement cesse de remplir ses fonctions. Le Santa Fe reste à traction avant, mais cela est généralement découvert trop tard. Le viscocoupleur cesse de se bloquer car le liquide de silicone à l'intérieur s'écoule simplement dans le boîtier de la boîte de transfert, une légère impureté suspecte apparaît dans l'huile. Parfois, le corps du visco-accouplement se fissure simplement, ce qui conduit à ce problème. De très rares services et artisans proposent de réparer le viscocoupleur en le remplissant de nouveaux fluides silicone et en résolvant le problème de sa fuite. Sur de nombreux Santa Fe, les durites de pression et de retour de direction assistée s'embuent au niveau des raccords. Par la suite, la buée se transforme en fuite d'huile du système. Il ne faut pas tarder à remplacer les durites, car, lorsque le niveau d'huile dans le système diminue, la pompe de direction assistée s'use rapidement. La suspension du Santa Fe est complètement indépendante, ce qui est surprenant pour une voiture qui n'était pas équipée d'un système de stabilisation et, dans les versions à moteur faible, dispose de freins à tambour à l'arrière. La durée de vie des consommables de suspension n'était pas particulièrement longue. Les premiers remplacements des blocs silencieux et des roulements de support ont eu lieu à des kilomètres allant jusqu'à 100 000 km. S'ils en ont installé des non originaux, il est alors difficile de prédire leur kilométrage. Mais les paires de silent block des leviers avant et leurs billes sont remplacées et vendues séparément des leviers. Rotule d'origine $15, bloc silencieux d'origine $20-25. Les silent blocks avant des bras de suspension avant sont fixés au faux châssis à l'aide de 2 vis. Les écrous de ces vis sont situés à l'intérieur du faux châssis et y sont soudés. Lors du remplacement des silent blocks, ces écroucages se cassent souvent. Dans ces cas, il est nécessaire de découper les trappes de visite dans le faux châssis afin de ressouder les écrous. Les mécaniciens des stations-service ne soudent pas toujours ces trous. De plus, les cordons de soudure se corrodent sérieusement avec le temps, et il arrive que le faux châssis éclate le long de la ligne d'une découpe. À propos, beaucoup d'efforts seront consacrés au remplacement des bagues stabilisatrices avant. Leurs supports de montage sont vissés par le haut sur le faux châssis avant. Il n'y a pas d'accès à eux ni au boulon, le bouclier moteur est calé ici. Vous devez abaisser le faux châssis avant aussi loin que le pot d'échappement le permet. Eh bien, si vous avez de la chance et que les boulons des supports de bagues ne sont pas complètement aigris, vous pouvez dévisser les boulons aveuglément. Les bagues d'origine ne coûtent que $4. Les roues arrière sont montées sur 3 triangles et un bras oscillant. Les minuscules blocs silencieux et les axes de liaison des triangles ne sont pas vendus séparément, mais ils durent assez longtemps. Chacun des leviers arrière d'origine coûtera entre $40 et $60. Le silencieux primitif du bras transversal, recouvert de 2 bouchons en caoutchouc, coûte $40 à l'origine. Nous ne jugerons pas la conception de la carrosserie. En général, Santa Fe est le premier crossover de Hyundai. Il n'y a pas de cadre ici, le corps est porteur. En général, cette voiture est construite sur la plateforme Sonata YF. Ainsi, la carrosserie du Santa Fe est la chose la plus importante à laquelle vous devez prêter une attention particulière. Tout d'abord, la bonne nouvelle. Le métal ici est en grande partie galvanisé, il ne rouille donc pas sérieusement ou terriblement. Mais il faut absolument garder un œil sur les seuils, sur toute leur longueur en bas il y a une soudure, qui est la première à se transformer en poussière. Heureusement, seule la couture rouille gravement, la corrosion profonde ne se propage pas au métal voisin. Il faut également inspecter minutieusement tous les plastiques et joints situés sur les seuils à l'intérieur des portes, sous ces revêtements, s'accumule tout ce qui frotte la peinture et provoque la corrosion. Ensuite,
Les coins inférieurs des portes deviennent lentement rouges de l'intérieur. Sur la porte arrière, tout est pareil. Le périmètre de l'immense garniture autour de la plaque d'immatriculation peut être envahi par des bouchons de lait au safran. Le Santa Fe des États-Unis n'a pas d'essuie-glace arrière. C'est un plus, car la corrosion autour de celui-ci, plus précisément autour de son trou de fixation, atteint rapidement une zone de la paume de votre main. Et donc pas de trou, pas de problème. Une autre zone importante de la carrosserie concerne les arches arrière, à savoir leurs bords et les garde-boue en acier à l'intérieur. La corrosion fait souvent rage ici, détruisant le métal jusqu'au trou. Les arches avant rouillent moins intensément. L'essentiel ici est de ne pas rater le moment de propagation de la corrosion aux coupelles de support des amortisseurs. Le fond dans son ensemble ne rouille pas jusqu'au trou, uniquement sur les voitures dont la carrosserie a été exposée pendant longtemps au sel, à l'humidité et aux réactifs. Surtout en dessous, la corrosion est superficielle, tant sur le plancher que sur les faux châssis. D'ailleurs, le silencieux d'origine résiste également pendant des décennies et ne rouille pas jusqu'au trou. À la recherche de corrosion sur la carrosserie, il convient d'inspecter le périmètre de toutes les moulures extérieures, y compris la garniture du capot, fausse calandre. Souvent, la peinture et le zinc sont usés jusqu'au métal, de sorte que des insectes de rouille sortent de sous le type de plastique protecteur. Mais les éclats de peinture provenant des cailloux deviennent lentement rouges et n'entraînent pas de gonflement important de la peinture. Dans les cas les plus avancés, la corrosion apparaît sous le caoutchouc d'étanchéité de la vitre pliante arrière et dans la gouttière du toit sous le plastique. Il arrive que la corrosion corrode les trous dans le toit pour les rails de toit boulonnés. Ensuite, à travers eux, l'eau de l'extérieur pénètre dans le revêtement du plafond. Parfois, la poignée de la porte arrière tombe en panne, elle peut s'effondrer par temps froid si vous la tirez fort et plusieurs fois. Une situation similaire peut se produire avec les poignées de porte latérales. Si les composants électriques des portes commencent à mal fonctionner, le lève-vitre ou la serrure, alors vous devrez ouvrir la porte et mettre à jour le câblage, qui se désagrège avec le temps.